Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, on va laisser arriver au fur et à mesure. Les gens arrivent. On va attendre quelques minutes. On est déjà 33. Allez, je vais commencer à faire l'introduction, comme ça fera venir les retardataires. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire un peu particulier parce qu'on va parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, qui est le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation. Vous apprécierez mon accent anglais. Donc, je remercie d'ores et déjà l'équipe d'Atos qui se présentera tout à l'heure, Chris et Romain, d'avoir travaillé sur ce webinaire et d'avoir accepté de travailler avec moi dessus. Parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui est commun et l'idée, c'est vraiment de vous expliquer comment ça fonctionne, cette idée d'avoir une IA interne à l'entreprise et surtout un peu de voir toutes les difficultés, les points à prendre en compte et surtout les avantages de cette solution-là. Comme d'habitude, vous le savez, on va faire un petit tour de nos prochains rendez-vous, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de ce webinaire. Comme vous le voyez, effectivement, les micros sont arrêtés. Donc là, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat, ou donc que ce soit dans l'onglet conversation ou dans l'onglet questions-réponses, QR. Moi, je me ferai un peu votre voix pour pouvoir de temps en temps arrêter Chris et Romain pour leur poser une question. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous y aurez accès en replay. On vous enverra le lien, qui vous permettra de revenir sur certains sujets. Et bien sûr, à la fin du webinaire, on vous proposera bien un petit questionnaire, cette section de remplir. Je sais que vous n'avez souvent pas de temps de webinaire, mais c'est quand même très important pour nous parce que ça nous permet de savoir si ça a bien répondu à vos attentes et ce qu'on doit améliorer, s'il y a des choses à améliorer. Donc surtout, prenez honnêtement, on a fait le truc le plus simple possible. Prenez la petite minute qui va bien, ça nous rendra bien service et ça nous donnera des informations à valeur ajoutée. Donc, je vous donne nos prochains rendez-vous. Donc là, on parle de RAG et d'IA. Là, je vais vous parler d'autre chose. Le 9 mars prochain, il y aura un autre webinaire, mais ce coup-ci dans le cadre de notre partenariat avec au niveau de la région Occitanie avec les Google Ateliers numériques, où on va faire un atelier sur la partie je lance ma présence en ligne sur les réseaux sociaux, mais aussi avec un petit peu d'IA. Donc là, si ça vous intéresse, sachez qu'effectivement, là aussi, on est sur un événement qui est gratuit et sur lequel vous aurez juste à vous connecter. Par contre, sachez que le 12 mars prochain, à Castres, en fait, dans les nouveaux locaux de l'École supérieure du numérique, qui sont d'ailleurs inaugurés aujourd'hui, on organisera la 2e édition du Tarn Forum Cyber. Donc, qu'est-ce que c'est que le Tarn Forum Cyber? C'est une journée dédiée à tout ce qui est cybersécurité et cyber-résilience. Donc, l'idée, elle est simple, hein, c'est un moment privilégié pour venir voir des spécialistes et notamment beaucoup de militaires et des gens de l'ANSSI et des gendarmes et ainsi de suite pour parler de tout ce qui est l'évolution de la cybermenace, les risques, mais aussi les solutions à mettre en œuvre et ainsi de suite. Donc, il y aura à peu près 7 tables rondes, 14 conférences. Il y aura l'organisation d'un exercice de crise cyber et un village d'exposants qui vous parleront de solutions. Donc, c'est un événement qui est entièrement gratuit, de 9h à 7h à Castres. Donc, n'hésitez pas
à vous y inscrire. Il y a déjà pas mal de monde inscrit, mais voilà, on espère en faire une très belle édition. L'année dernière, on avait un peu plus de 100 participants. C'est bien parti pour qu'on soit au-dessus cette année. Et enfin, un peu plus en lien avec notre réunion d'aujourd'hui, on organise le 19 mars prochain, donc pile poil dans un mois, une masterclass, c'est-à-dire un atelier payant sur intégrer l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Je dirais qu'on là, on est vraiment sur les fondamentaux de l'IA et les bonnes questions à se poser avant d'utiliser l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Donc là, c'est des ateliers qui durent 3 heures et sur lesquels on aura une dizaine de participants maximum pour qu'on puisse avoir de l'échange et qu'on puisse aussi faire de la manipulation. Toutes ces infos, bien sûr, vous les retrouverez sur le site de la CCI. Aussi pour vous dire que la CCI du Tarn vous accompagne sur vos sujets numériques. Comme vous dit, nous, on a maintenant 5 grands sujets d'intervention qui vont être tout ce qui est lié à la visibilité de l'entreprise, à la transformation digitale, à la cybersécurité, RGPD et tout ce qui est réglementaire, bien sûr l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, le réseau des CCI a intégré le programme Oselia, et d'ailleurs, on organise ce webinaire dans le cadre du programme Oselia. Et bien sûr, le fil rouge de cette année, et sachez qu'on fera quelque chose dessus au mois d'avril sur la facturation électronique avec la DTFIP. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vois que les gens sont arrivés. Maintenant, Chris et Romain, je vais vous laisser la main. Merci Et je vais beaucoup. vous laisser vous présenter surtout. Merci Yes, Lilian. merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Vous allez juste me confirmer si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît. Tout est OK. C'est bon, Chris. Super, merci. Du coup, je t'en prie, Romain. Je te laisse. Oui, bonjour à tous. Romain Gabory. Donc, moi, je suis CTO IA et automatisation chez Atos. Ok, donc moi, c'est Chris Nyongolo. Bon, aujourd'hui, j'interviens en tant que Tech Lead IA au sein du groupe Atos et avec une casquette de formateur sur le sujet de l'IA générative et l'agentique AI. Je vais sur la slide d'après. C'est OK pour toi? J'ai rien qui Merci. s'affiche de mon côté. Nous, on l'a, Romain. C'est bon. Ah, OK. Pardon. toujours pas. Je pense que l'on peut. Je Ouais, peux prendre cette. je vais sinon, de toute façon, je l'ai en local, donc je dois avoir un problème. Oui, donc, OK. je vais présenter. Excusez-moi. Mhm. Ouais, donc l'introduction sur le sujet, donc session dédiée sur le RAG. Donc, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est le RAG, comment on gère justement l'accès aux informations dans l'entreprise, et puis comment ça comble justement les lacunes avec ce que vous avez entendu souvent parler de LLM, Large Language Model, qui permettent justement de poser des questions à travers souvent des chatbots. Donc, à travers cette session, vous serez en capacité de comprendre comment fonctionne le RAG, quels sont les systèmes utilisés, et puis quel avantage on peut en tirer côté métier, et puis comment aussi on peut déployer cette solution en interne dans vos entreprises. Donc, sur le sujet, le sommaire, donc le sommaire, on va vous présenter le RAG en entreprise, les briques techniques implémentées, une partie aussi de sécurisation des données, les compétences internes et nécessaires, hein, que ce soit pour mener un projet en direction de projet ou technique. Évidemment, on va vous présenter une démonstration d'une solution de type RAG avec la gestion des connaissances. Et puis aussi, comment démarrer avec le RAG au sein de votre entreprise. Et puis un petit quiz. Et puis après, évidemment, un espace pour les questions.
donc là, je vais aller directement, Chris, sur qu'est-ce que le RAG. Donc le RAG, hein, c'est une technique, hein, on va rentrer dans le détail, mais on va vous expliquer en gros comment on peut rechercher l'information sur vos données à travers des bases de connaissances, à travers des documents, et pour générer une réponse à travers un LLM. Donc le RAG permet justement de retrouver les informations et de les combiner pour afficher des réponses claires et traitées et vérifiées. Donc ça, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Yes. Donc, pourquoi mettre en place un RAG? Donc là, la problématique actuelle, c'est que vous avez des documents qui sont un peu éparpillés partout, c'est-à-dire dans des SharePoint, dans des bases de documentaires, dans des bases de données, avec une difficulté de savoir ce qui est à jour, ce qui n'est pas à jour, avec des réplications de documents, des versions différentes, et puis parfois difficile de savoir où est cette donnée. Donc par exemple, j'ai pris l'exemple de l'arrivée d'un collaborateur, eh bien difficulté d'avoir les informations rapidement pour à présenter à ce collaborateur en fonction de quel service ou entité il se trouve. Donc, difficile d'accéder à ces informations pour un nouveau collaborateur. Donc, le RAG permet de centraliser toutes ces informations et surtout de réduire le temps de recherche. Donc, on va beaucoup plus vite. On part de 70%, mais pour moi, c'est encore bien plus. Donc, aussi pouvoir avoir la dernière information et l'information la plus pertinente, du coup, dans vos résultats. Et du coup, on améliore l'expérience du collaborateur, c'est-à-dire que le collaborateur a une capacité d'avoir les réponses très rapidement pour travailler. Ça, c'est les gros avantages du RAG. Donc là, on parle aussi de LLM, c'est-à-dire ce que vous avez tous maintenant, ou presque, dans vos téléphones, ChatGPT ou ChatGPT-like, ça peut être Gemini ou autre, où vous posez des questions sur un modèle. Eh bien, ce modèle, en fait, il a une capacité de réponse limitée aux connaissances sur lesquelles il a été entraîné. C'est-à-dire qu'il n'a pas les connaissances de votre entreprise. Et ces connaissances datent aussi de la date d'entraînement. Donc, le RAG va pouvoir justement répondre et compléter cette lacune et ce manque d'informations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner un LLM et le RAG pour avoir accès aux données d'entreprise. Yes. Donc, rapidement sur la partie vue des solutions RAG. Donc aujourd'hui, on a 3 approches principales qui sont vues sur le terrain. Alors, on est sur la première approche, c'est tout ce qui est lié en fait au managed services. Donc on va passer par des plateformes du style AWS, Bedrock, Azure AI Search ou bien côté Google Vertex AI Search. Donc on va se reposer sur les fonctionnalités qui sont offertes. Alors offertes, c'est peut-être un grand mot, mais qui sont mises à la disposition des utilisateurs des plateformes cloud pour pouvoir du coup bénéficier d'une implémentation déjà effectuée par les différents cloud providers, de telle sorte en fait à déployer rapidement les solutions de RAG et surtout aller vers une scalabilité de manière automatique, quoi. Malheureusement, l'une des problématiques, c'est qu'on n'a pas beaucoup de flexibilité et les coûts sont en fonction du cloud provider. Donc, on peut imaginer des intégrations assez larges offertes par Google, mais ça demande aussi en fait d'avoir déjà tout un écosystème Google pour pouvoir bénéficier de ce type d'implémentation. Lorsqu'on part de zéro, c'est un peu plus compliqué, mais lorsqu'on est déjà dans un écosystème du type Google ou bien AWS, c'est beaucoup plus simple. Donc l'autre approche aussi, c'est l'infrastructure as code. Donc de telle sorte en fait à aller vers un déploiement sur des infrastructures cloud sans forcément dépendre de ce que le cloud provider propose. Donc là, on va se reposer sur des modules du style EC2, qui sont des instances ou bien des machines virtuelles sur du AWS, du AKS, qui est du Kubernetes, mais sur du AWS. Donc on va du coup travailler sur toute la couche cloud, où on va se reposer sur les modules d'infrastructure que proposent les différents cloud providers pour déployer nos solutions RAG. Donc là, la particularité, c'est qu'on a un contrôle total et surtout sur la partie FinOps
on a de quoi en fait faire pour optimiser les coûts. Mais l'autre problématique, c'est la complexité opérationnelle qui est accrue parce qu'on va se retrouver généralement à mobiliser toute une série d'équipes, donc les équipes DevOps, Dev, plus AI, pour pouvoir du coup implémenter cette partie-là. Donc l'autre point, on a la partie framework plus cloud. Donc on va du coup combiner les services que les cloud providers peuvent offrir plus les frameworks qui sont open source, de telle sorte à en gros simplifier et avoir plus de flexibilité sur l'implémentation simplifier l'implémentation de la solution RAG parce qu'on va se reposer sur des modules open source et sur le cloud qui offre du coup toute une flexibilité sur la partie déploiement. Donc là, ouais, tu vas, Chris, ou... Non, je t'en prie. Ouais. Donc en fait, on a aussi maintenant deux types d'options, c'est-à-dire en fait, vous pouvez construire et mettre en place votre propre RAG ou acheter un RAG. Donc il y a deux cas de figure, je dirais, il y en a même trois, c'est-à-dire vous pouvez aussi acheter des solutions custom. Donc là, la première, en fait, je dirais, c'est l'idéal, c'est-à-dire si vous souhaitez construire quelque chose sur la durée, c'est-à-dire mettre en place vos systèmes adaptés à votre contexte et aussi à votre équipe et aux compétences techniques. Donc, pour éviter justement de se fixer sur une technologie précise, vous pouvez choisir vous-même l'ensemble des briques techniques. Donc là, vous avez plus de latitude, sauf qu'il y a évidemment du développement. Le fait d'acheter des solutions, je dirais, as a service chez les différents cloud providers, ça a aussi un avantage, ça permet de tester rapidement des services quand vous voulez valider une fonctionnalité. Donc ça, c'est vraiment un avantage aussi intéressant et donc que fournissent aussi également les cloud providers. Donc là, je vais aller sur la partie le RAG en entreprise, Chris. Donc là, je vous présente rapidement un système, le système je dirais, de la donnée jusqu'en haut à gauche, dont source brute. Donc ça peut être tout type de données, jusqu'à tout en bas à droite, la réponse finale dans le chatbot. Donc en fait, quand vous avez vos données, les données elles passent dans différents systèmes pour que quand vous tapez dans votre chatbot, en fait, vous posez une question, vous avez la réponse. Donc, par exemple, sur un système de facturation, voilà, quelles sont les factures qui dépassent tel montant? Bien, en fait, on va avoir toutes les factures qui vont être intégrées et dans le système. On va segmenter toutes ces données. Donc, Chris va aller dans le détail sur chaque partie pour montrer comment ça fonctionne. On va ce qu'on appelle chunker les données. Ensuite, on va mettre ces données dans des bases de données vectorielles pour pouvoir les interroger. Et ensuite, quand on pose ces questions, en fait, on est en capacité d'interroger ces bases de données vectorielles. Justement, quand la réponse n'est pas dans le modèle, la question, en fait, on va interroger également la base de données RAG et ensuite, il y a la réponse qui est fournie dans le chatbot. Donc là, ensuite, je te laisse aller, Chris, dans le détail. Yes. Alors, ici, je pense que déjà, pour simplifier déjà les prochaines slides, on va se reposer sur le fait de dire qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, je pense que ce processus-là permet de bien comprendre et de bien visualiser tout le processus du RAG. Donc, ça, on voit bien que ça se fait en plusieurs étapes. Donc, je vais sur la slide après. Donc, je vous invite vraiment à bien mémoriser ce schéma-là. Où, dans un premier temps, on a la phase d'indexation. Donc, si on revient sur le schéma initial, donc on voyait qu'initialement, on avait vraiment une source de données qu'on va transformer sur différents processus. Donc là, on a parlé de chunking, on a parlé de plusieurs approches. Et l'idée principale, d'abord, c'est de pouvoir prendre une source de données. Donc, ça représente tous les PDF, tous les PPTX, tous les fichiers qui sont produits par une organisation. On va les transformer et les ingérer dans une base de données vectorielle. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir faire une indexation. Donc, on va découper les documents et les transformer sous forme de vecteurs. Donc, les vecteurs, aujourd'hui, c'est une représentation mathématique à 3 dimensions qui permet de représenter la donnée dans un espace vectoriel. Et de telle sorte à ce que lorsqu'on va faire une recherche
c'est généralement de la recherche par similarité. Les algorithmes qui sont utilisés derrière, je vous donne juste pour la littérature, hein, c'est du cost similarity. Donc, on va calculer du coup le fait que certains mots soient plus proches. Et parce qu'on va balancer toute notre base documentaire dans cet espace vectoriel-là, quand on va envoyer une requête au langage naturel, on va du coup essayer d'indexer les différents mots qui sont les plus proches dans notre base vectorielle, de même que de notre requête. Donc, la recherche va s'effectuer sous ce format-là. Donc, nous, humains, on ne le voit pas, mais c'est les LLM et toute la technique qu'il y a derrière le système de RAG qui va permettre de faire l'indexation comme j'ai essayé d'expliquer là. Et par la suite, une fois qu'on va récupérer les mots qui sont les plus proches de notre requête, après aujourd'hui, c'est pas juste 2-3 mots, mais on va dire c'est des bouts de ce qu'on appelle des chunks. Donc des chunks, c'est des phrases ou une série de phrases qui ont été découpées de telle sorte à répondre à la question, à la recherche après l'indexation. Donc, ce sont ces bouts de mots-là qu'on va envoyer au LLM. Et le LLM, lui, il va faire la partie génération. Il va se reposer sur les 2, 3, 4 chunks qui sont les plus proches de notre question pour pouvoir, en fait, donner la réponse finale à l'utilisateur. Donc, tout ça, pour comprendre ça au mieux, donc les concepts clés sont autour des embeddings. Donc, les embeddings, c'est la représentation vectorielle du sens des mots et des phrases. Donc, tout à l'heure, comme je disais, c'est représenté sous forme de vecteurs. Donc, ce sont ces vecteurs-là qui seront stockés dans notre base de données d'embeddings. Et les mots, eux aussi, vont être représentés sous forme d'embeddings. Donc, embeddings égale vecteur. Donc, la base vectorielle, elle va stocker l'ensemble des embeddings. Et les chunks, ce sont les fameux bouts de mots qu'on va découper, les bouts de mots, bouts de phrases qu'on va découper dans nos documents, dans le but de remplir la base de données vectorielle. Et aussi, les chunking, ils vont être transformés sous forme d'embeddings. Et tout ça pour simplifier la recherche par similarité, parce que l'algorithme qui est appliqué pour pouvoir faire une recherche dans un espace vectoriel, c'est le fameux cost similarity. OK. Donc, par la suite, sur la partie cas d'usage fréquent, donc généralement, on est sur tout ce qui est support client intelligence, où vraiment, on va aller chercher une base de connaissances produits, l'historique de tickets, de telle sorte, en fait, à fournir des réponses instantanées et personnalisées. Donc, on va configurer le LLM de telle sorte à ce qu'il réponde spécifiquement sur ce type de données-là. L'autre point, c'est la partie recherche documentaire, où généralement, on a des séries de contrats, des procédures qu'on va ingérer dans notre base de données vectorielle. Et par la suite, on va dialoguer avec ces documents-là au langage naturel, où j'envoie ma requête, et par la suite, j'ai le résultat qui est un condensé des informations chunkées, déposées sous forme d'embedding de la base vectorielle, et traitées par le LLM après. Donc, on a aussi la partie analyse juridique, où du coup, tout ce qui est corpus légal, jurisprudence, là, on va avoir un assistant qui est dédié, surtout sur la partie recherche d'informations, de telle sorte toujours à venir en fait augmenter l'humain dans le but de l'accompagner dans la partie traitement de la donnée et recherche d'informations. Donc pareil pour le knowledge management, documentation interne dispersée. Nous aujourd'hui, on a une solution qu'on utilise au sein du groupe qu'on va vous présenter par la suite, qui nous permet en tout cas de rapidement déployer, on va dire, des agents qui permettent de répondre aux questions dans un but en tout cas lorsqu'on a des problématiques, des avant-ventes, des sujets de la sorte, on a juste à gérer la documentation directement dans l'outil maison, de telle sorte en fait à facilement répondre aux différents appels d'offres. Tu reprends, Romain ? Ouais. Donc, sur la partie knowledge management, en fait, donc gestion de la connaissance, hein, donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a aussi, pour l'arrivée des personnes départ, c'est important d'avoir accès à la connaissance. Donc, on a beaucoup d'entreprises de départ, par exemple, à la retraite avec une paire de connaissances. Donc, aussi, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser avec toutes ces connaissances, de pouvoir aussi bénéficier d'une recherche rapide pour les nouveaux arrivants. Donc, en fait, c'est une perte sèche pour les entreprises, hein, et donc, en mettant toutes ces données accessibles et à jour, et bien, en fait, on a des gains qui sont vraiment très, très rapides dans le sens où quand une personne arrive, elle prend rapidement en main les outils, les solutions, parce elle a un chatbot qui est en capacité de répondre à ces questions. Voilà. Donc là, on a
4, je dirais, simplifié à 4, hein, mais il y en a d'autres évidemment. Mais la plupart du temps, les données sont dans un SharePoint ou SharePoint-like que vous avez en entreprise, donc toutes les bases de données documentaires, les bases de données où vous avez par exemple des bases de données, que ce soit des bases de données applicatives, des bases de données documentaires, de tout type de bases de données, votre CRM avec toutes les entrées et les fichiers locaux ou les fichiers qui sont dans des stockages. Donc là, vous pouvez connecter ces données au RAG et les intégrer comme l'a présenté Chris, hein, dans le système. Donc les bénéfices, hein, pour la gestion documentaire, c'est on, on gagne jusqu'à minimum 70% en temps de recherche. Précision de réponse aussi également, parce qu'en fait, on a accès à l'information qui est centralisée, donc on a vraiment la dernière bonne procédure, par exemple, à jour, et pas une vieille procédure. On réduit aussi les tickets, parce qu'en fait, les utilisateurs répondent par eux-mêmes et diagnostiquent et sont en capacité de trouver des réponses beaucoup plus rapidement, et aussi, c'est disponible 24 heures sur 24. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, il y a des choses à respecter, hein. On a la qualité de données qui est très importante. Donc, il y a ce qui est important, c'est la fraîcheur des données, la mise à disposition, que le système soit organisé, bien organisé. On a les coûts d'infrastructure, donc en fait, qui sont à prendre en compte. Donc, en fonction de si vous êtes dans le cloud ou si votre solution elle est hébergée chez vous. Donc, vous aurez des coûts de stockage à bien prendre en compte, des coûts de GPU. Évidemment, la maintenance et la supervision, le contrôle de tous ces modèles et de toutes ces informations pour valider et pouvoir auditer, contrôler toutes ces informations-là. Et puis, des experts, de l'expertise qui est nécessaire. Donc en fonction des sujets sur lesquels vous allez traiter, hein. Donc là, on a des décisions technologiques clés. Donc là, je te laisse la main, hein, Chris, hein, même si Ouais. ça high level. Alors, ouais, à ce niveau, du coup, principal, le premier point, c'est la partie LLM. Donc, le LLM, c'est le service qui va vous donner l'intelligence. Donc, l'intelligence pour extrapoler sur la donnée, parce qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être très bien, les LLM sont comme des perroquets. Donc, il suffit juste de leur donner de l'information et par la suite, eux, ils vont pouvoir étendre l'information, la traiter sous plusieurs formats. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de LLM pour Large Language Model et SLM pour Small Language Model. Donc aujourd'hui, la qualité de votre RAG dépend sur la connaissance ou du moins sur l'intelligence qu'a votre modèle. Donc, premièrement, sur le type de votre donnée. Donc, on va prendre que c'est du français. On va dire que c'est pas tout. Aujourd'hui, tous les LLM sont assez à l'aise en français, mais il y a quelques mois, voire quelques années, c'était pas vraiment le cas. Et aujourd'hui, le choix du LLM est une étape très, très, très importante dans la construction de votre système de RAG. Du fait aussi d'avoir une fenêtre contextuelle qui est limitée. Donc la fenêtre contextuelle, on va dire, c'est la zone, c'est la zone mémoire du LLM à l'instant T. Donc plus on échange avec un LLM, plus on va remplir sa fenêtre contextuelle. Après, par la suite, il y a toute une machinerie, toute une ingénierie qui est faite de telle sorte en fait à ne pas trop remplir la fenêtre contextuelle du LLM, de telle sorte à simplifier les échanges et éviter aussi, lorsqu'on arrive à un point donné dans l'échange, que le LLM mélange tout et qui donne des réponses qui sont complètement fausses. Donc ça, c'est une étape très, très, très importante. Donc l'autre point, on a la partie base vectorielle. Donc la base vectorielle, c'est la base de données ou du moins la base où on va stocker nos embeddings. Donc on ne va pas stocker les documents bruts, mais on va du coup stocker les embeddings qui sont représentés sous forme de vecteurs. Donc aujourd'hui, sur le choix, il y en a plusieurs. Donc il y a des bases de données vectorielles qui sont open source, qui sont on-premise, qui sont closed source aussi. Mais aujourd'hui, la plupart des bases de données vectorielles qui sont nommées là, comme du Wavy, du Qdrant, du pgvector et du ChromaDB, sont complètement open source. Et aujourd'hui, sont à l'état de l'art, notamment Qdrant et pgvector. Donc sur la partie embeddings, donc ça c'est le modèle d'embeddings, donc c'est le modèle qui va lui transformer du texte vers un vecteur ou des vecteurs. Donc c'est un modèle spécifique.
Aujourd'hui, lorsqu'on fait partie d'un écosystème, on va dire OpenAI ou bien même de l'open source, on va utiliser par exemple le text embedding 3 large qu'a produit OpenAI, mais aujourd'hui, on a plusieurs acteurs qui produisent des modèles spécifiquement d'embeddings. Donc, à ce niveau-là aussi, pareil, le choix est très important parce que le modèle d'embeddings, s'il est très bien construit, c'est qu'il va permettre de gérer plusieurs langues, du français, de l'anglais, du chinois. Et peu importe la donnée à laquelle le modèle fera face, il saura la convertir sous forme de vecteur, de telle sorte à ce que lorsqu'on va envoyer une recherche au langage naturel, ce dernier sera en mesure de bien contenir le bon vecteur associé au mot présent dans la base documentaire. Donc l'autre point, c'est la partie orchestration. Donc aujourd'hui, sur cette partie-là, on se repose sur des frameworks qui sont open source, ou bien comme on a dit en amont, on va se rebaser sur les stacks qui sont proposés par les différents cloud providers. Donc là, ici, on va passer par des frameworks style LangChain et LangGraph, qui sont des frameworks open source et qui ont une très grosse maturité parce que c'est des frameworks qui vendent déjà en production partout un peu dans le monde. On a plusieurs acteurs du style Cisco et bien d'autres qui utilisent ces frameworks-là pour pouvoir déployer leur système agentique. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir une sorte d'orchestration d'agents et par la suite est spécialisé sur les tâches. Donc, si je donne juste un exemple assez simple, donc on va imaginer un agent qui va aller toucher du RAG, un agent qui va aller toucher une base de données relationnelle et pas juste une base de données vectorielle qui va contenir les embeddings et documents, de telle sorte en fait à enrichir la partie recherche d'informations. Et sur la partie enfin infrastructure, donc on a tous les différents cloud providers. Donc on a vraiment du Azure, du AWS, du GCP ou bien du cloud privé, ça souverain, parce qu'on a plusieurs acteurs aussi qui sont à ce niveau-là et nous on travaille beaucoup avec ce type d'acteurs, surtout la partie souveraine, et de telle sorte en tout cas à donner ou du moins à offrir vraiment tout ce qui est conformité RGPD, tout ce qui est observabilité aussi, mais aussi l'autre point intéressant, c'est l'intégration avec d'autres services externes du style SharePoint pour toujours venir en fait enrichir la connaissance du LLM. Donc là, on va vous présenter les briques techniques et rapidement en gros, on a divisé en 4 couches. On a les sources de données, les couches d'ingestion, les couches, le stockage vectoriel et la couche RAG, ce que vient de présenter Chris. Donc en gros, les sources de données, on a différents types d'accès aux données, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on va pouvoir connecter les bases de données, le RAG à un SharePoint, à une base de données SQL, à un CRM avec des connecteurs. Donc en fait, on a des connecteurs et maintenant on va encore plus loin. On utilise des agents IA pour utiliser un petit peu et rendre plus souple ces parties-là. La couche d'ingestion, donc là, c'est vraiment par rapport à la conversion des données. Donc là, sur la couche d'ingestion, c'est une couche qui évolue beaucoup, qui peut être également automatisée, donc optimisée. Et la couche stockage vectoriel et la couche RAG. Donc là, je vais te laisser peut-être aller un peu dans le détail, Chris. Euh, Là, on a pris l'exemple d'un projet Azure, sachant que, en gros, c'est un peu le même principe sur tous les cloud providers, ou même les clouds évidemment français, hein, et aussi on-prem. Donc là, c'était histoire de présenter les principes. Je te laisse aller un petit peu dans le détail, mais pas trop, Chris. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je ne vais pas forcément m'attarder sur cette slide-là, parce que, comme l'a dit Romain, en fait, la logique reste toujours la même. Que ce soit du AWS, du Azure, mais ce que la particularité, c'est que certains services, notamment à côté français, vont se reposer peut-être sur des briques open source ou sur des briques qui sont eux-mêmes développées en interne. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment tout le processus on va dire, de complétion de son RAG. Donc, premièrement, donc, on a la partie ingestion. Donc, l'idée de l'ingestion, c'est comme on l'a lancé un peu au début. Donc, on a une source de données qui va contenir toute la base documentaire sous différents formats, PDF, DocX, PPTX et HTML. Et par la suite, on va se reposer sur des services cognitifs, donc en se basant sur des services très spécifiques. Donc, dans le cas d'Azure, on peut imaginer, ou du moins de n'importe quel service, on va imaginer un document layout qui va permettre du coup d'analyser la structure d'un PDF de telle sorte en fait à extraire toute
la structure du doc et après le mettre au format Markdown. Donc, on a la partie aussi OCR, où l'idée, c'est qu'on sait que beaucoup de documents sont soit des documents qui ont été scannés, ou bien même dans certains cas sont des images. Donc, on est obligé de passer par une couche OCR pour extraire en fait l'information sous tous en forme. On a l'autre point, une fois qu'on extrait les documents, une fois qu'on applique la partie océrisation, on peut imaginer que dans certains cas, on a des PPTX avec des diagrammes, avec des images données. Donc, on va passer du coup sur cette couche d'OCR où on va extraire les images et le texte, de telle sorte aussi à analyser les images parce que une image, dans certains cas, c'est une grosse source d'information. Donc, on ne peut pas mettre cette information de côté, d'où l'importance de passer par ce type de brique-là pour en tout cas extraire toute la connaissance du document. Et derrière, il y a aussi l'approche avec tout ce qui est métadonnées. Donc, des métadonnées du document, pas forcément qu'il a enregistré, mais le style, le format du document, la date, toutes ces données-là sont aussi importantes, de telle sorte, en fait, lorsqu'on veut faire une recherche très spécialisée sur une base documentaire, on peut se reposer sur l'ensemble de ces données-là. Donc, le processus de cracking, lui, en fonction du module, donc on va appliquer par exemple avec l'Azure AI Search. Sur la partie document intelligence, là j'en ai parlé rapidement. Donc on va faire l'extraction des textes et des structures, parce que dans certains documents, on a des tableaux, et obligé en fait de les prendre en compte pour ne pas couper l'information, ou du moins mettre certaines informations de côté. Parce que avec le processus du RAG, c'est quand même très important de récolter toute l'information de manière brute et la stocker telle quelle, de telle sorte à garantir en sortie, une fois qu'on va passer dans toute la tombée du RAG plus LLM, d'arriver à une réponse finale comme, on va dire, enregistrée dans les différents documents. Donc en étape 2, donc on a la partie chunking, donc c'est le découpage des documents. Donc aujourd'hui, parce que certains documents font des centaines, des dizaines de pages, on est obligé de passer par cette étape-là, de telle sorte en fait à couper le document, de telle sorte à ce que lorsqu'on va passer par notre par notre modèle d'embeddings, parce que cette étape-là est importante pour le modèle d'embeddings, qui lui va s'assurer de transformer, comme je disais, une série de phrases, une série de mots au format vectoriel. Donc pour ça, on est obligé de passer par cette approche. Donc on va du coup faire un découpage du document sous forme de chunk. Et ces chunks-là, ils ont une taille assez précise. Donc ça, c'est une étape très importante. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs styles de chunks, et ces styles-là varient aussi en fonction des différents documents. Si je travaille sur un XLS, donc un fichier Excel. Donc là, le type de checking est complètement différent parce que je travaille avec un tableau. L'approche, elle est complètement différente. Lorsque je travaille avec des documents PDF qu'on va transformer en Markdown aussi, l'approche, elle est complètement différente, d'où l'importance de connaître toutes ces étapes ou toutes ces techniques de chunking qui varient énormément en fonction du style de documents qui sont utilisés. Alors, sur l'étape 3, donc, on a la partie enrichissement des chunks. Donc, généralement, c'est la partie où on va nettoyer et ajouter des métadonnées s'il n'y en a pas. Mais si on a déjà des métadonnées dans nos docs, ça va servir énormément. Comme on voit ici sur l'exemple en dessous, on a un exemple de chunk enrichi. Donc, on a l'ID du chunk, le texte qui est présent dans le chunk, le titre du document. Donc, comme je l'ai dit, étant donné qu'on va couper des parties en fonction du style de chunking qu'on a appliqué sur notre document, ça va nous permettre de venir enrichir tout ça et simplifier la recherche une fois qu'elle sera appliquée derrière avec notre système de RAG. Donc l'étape 4, c'est la partie génération des vecteurs. Donc là, pareil, ça revient un peu à ce qu'on a dit en amont. Donc ici, les modèles qui sont exposés ici sont des modèles qui proviennent de OpenAI. Mais comme on l'a dit, il y a plusieurs types de modèles d'embeddings qui sont open source, qui sont closed source comme ceux d'OpenAI. Mais ici, le choix, ça varie énormément en fonction de la taille des chunks qu'on va choisir. Donc là, on voit que chaque chunk, en fait, enfin pas chaque chunk, mais les embeddings, ils ont un dimensionnement. Donc, comme j'ai dit, en fait, les embeddings sont représentés sous forme d'espace vectoriel. Donc, c'est cet espace vectoriel-là qui va permettre de représenter, entre guillemets, le fait que certains mots soient les plus proches. Donc d'où l'importance des dimensions. Donc, plus la dimension elle est large, plus on va contenir plusieurs informations, parce que les mots, dans certains cas, certains mots ne veulent pas forcément dire la même chose. Mais bon, à ce niveau-là, c'est très, très, très technique parce qu'on est
vraiment sur des maths pures, du machine learning et du deep learning pur. Donc, je vais vous éviter cette partie-là. Mais ce qu'il faut en tout cas prendre en compte, c'est que le choix du modèle d'embedding est très important et très crucial parce que c'est ce qui permet en fait de garantir la génération des vecteurs qui vont permettre d'appliquer la partie recherche par similarité ensuite. Donc après ça, donc on a la partie indexation. Donc on va se reposer sur les chunks, les titres, donc tout ce qui est métadonnées plus chunks. On va se reposer sur ces briques-là pour pouvoir du coup indexer la donnée. Donc là aussi, on vous a partagé un peu un exemple de schéma d'indexation. Donc on a le chunk ID qui est la clé et qui est complètement filtrable. Donc on a les chunks, donc c'est sur les chunks, on va venir appliquer la recherche. Donc on a les titres pareil qui sont indexables, cherchables, de telle sorte en fait à spécifier la recherche. Je vais faire une recherche uniquement sur ce document-là, par exemple. Et les page numbers, ça permet du coup d'en savoir un peu plus sur telle information a été contenue dans telle page. Et là, ça va venir aussi enrichir, lorsque le LLM va fournir la réponse, d'avoir du coup une réponse qui est sourcée. Donc tout ça se repose sur des algorithmes très techniques, comme je le disais. Donc généralement, ce qu'on observe, c'est on va faire le calcul de distance entre différents vecteurs. Donc on va appliquer le quotient similarity. Et là, les dimensions correspondent en fonction du modèle d'embedding et le stockage en fonction de la base de données d'embedding choisie. Et en fait, l'étape 6, c'est la partie orchestration du pipeline. Donc, on va du coup orchestrer l'ensemble. Donc, on va imaginer, comme le disait Romain, une automatisation complète du processus. Donc, c'est principalement le processus d'abord d'indexation, découpage de documents et stockage des vecteurs dans une masse de données vectorielles. Et par la suite, on va imaginer une brique finale qui est la brique interaction avec le chatbot ou avec le RAG, de telle sorte en fait à échanger directement avec le système et recevoir des réponses en sortie. Donc pour ça, on a deux approches qui sont possibles. Donc on a un indexeur Azure AI Search ou bien Azure Logic Apps. Là encore une fois, on a l'exemple avec du Azure, mais c'est assez proche pour toutes les briques qui existent, c'est-à-dire sur du open source comme sur du closed source. Que dire de plus à ce niveau-là? En fait, Chris, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les étapes là qu'on présente, en fait, c'est l'idée d'optimisation. Il y a deux axes d'optimisation. L'axe, évidemment, l'axe de optimisation d'avoir une meilleure réponse au final. Quand on va poser la question, qu'on ait une réponse vraiment qui répond à la question. Et du coup aussi optimiser, c'est-à-dire que ça soit l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va optimiser, quand on parlait de chunk, on va optimiser les coûts. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va paramétrer les chunks, qu'on va paramétrer toutes ces étapes-là, on va optimiser tout le process et on va réduire les coûts, réduire les coûts d'infrastructure. Donc j'en parle un petit peu après. Ok. Sur l'étape 7, c'est un peu vraiment l'interrogation du système. Donc, dans un premier temps, donc on a la partie vectorisation de la question. Donc, on va recevoir la question de l'utilisateur. On va repliquer un peu le même processus avec les embeddings. On va envoyer ça au système, au LLM. Et par la suite, on va effectuer la. On a plusieurs types aussi d'accession. On a vectoriel, donc sémantique. On a full text, on va faire une recherche par mots-clés. Ou bien on va faire l'hybride. C'est-à-dire qu'on va combiner les deux techniques, donc on va faire une recherche par mots-clés, plus une recherche par similarité, de telle sorte en fait à maximiser la qualité de notre RAG. Puis après, on va appliquer aussi un filtrage qui est optionnel, donc généralement qui est mis au niveau des métadonnées, de telle sorte toujours à venir en gros spécifier, à avoir une sorte d'entonnoir sur la façon dont on va récupérer les données. Et après, donc, une fois qu'on va récupérer, étant donné qu'on va stocker, on va dire, plus de 10 000 documents, donc on va au moins spécifier à notre système de RAG le top 3 de doc qu'on souhaite récupérer. Donc, le top 3 ou le top 3 ou le top 5, ça équivaut aux 5 documents les plus pertinents en fonction de notre requête. Donc, parce que derrière, on va calculer un score qui est le co-similarity. Donc, pour chaque chunks récupéré, on va avoir un scoring qui sera mis à côté. Donc, on va mettre à 15%. En fonction de la requête initiale de l'utilisateur, le chunk qui a été renvoyé correspond en fait de manière sémantique et 95% plus proche ou du moins proche de la question initiale. Et derrière, au final, en fonction de ces chunks qui sont récupérés là,
qu'on va envoyer au LLM, qui va permettre du coup d'avoir la réponse finale avec tout le contexte document récupéré, plus qui éventuellement se retrouve dans les métadonnées pour donner la source du doc, quand est-ce qu'il a été créé, et toutes ces informations. OK. Donc là, un petit point sur la sécurité des données, parce que ça reste quand même un point important. Donc en gros, là, il y a 3 domaines, hein, mais il y en a d'autres évidemment, mais les plus importants, c'est la confidentialité des données, c'est-à-dire où sont stockées des données, qui a accès à ces données, est-ce que ces données sont chiffrées, le contrôle des accès avec l'authentification, l'autorisation granulaire, les logs pour savoir qui a accès à quoi, et évidemment la fuite des données. Donc c'est bien isoler les données, anonymiser si nécessaire les données et filtrer les résultats. Donc ça, c'est les points importants qu'on trouve sur la mise en place d'un système RAG pour éviter justement pour des aspects de sécurité, que ce soit interne et externe, c'est-à-dire que la bonne donnée à la bonne personne, c'est-à-dire qu'en fait, une question qui va être posée dans le RAG, eh bien, en fait, dans un chatbot, eh bien, que la personne a la visibilité des données à son niveau et pas plus loin. Donc ça, c'est évidemment important et à cadrer. Donc ça, donc voilà, donc sur les bonnes pratiques, bon, on parlait de hébergement souverain, donc ce qu'on vous parlait tout à l'heure, l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi avoir la maîtrise sur vos données. Donc ça, vos données, idéalement, c'est que vos données restent dans votre tenant ou dans votre cloud privé. Donc ça, c'est l'idéal. Si vous êtes full cloud, vos données seront dans votre tenant de votre cloud provider. Donc, implémenter un chiffrement bout en bout, respecter hein, évidemment les pratiques RGPD, avoir un audit régulier des accès, des logs pour justement contrôler et justement adapter si besoin, et former les utilisateurs aux bonnes pratiques. Voilà, donc et évidemment la politique de rétention des données pour être en capacité de fournir des audits. Donc les compétences techniques nécessaires, donc là c'est dans le cas où vous souhaiteriez mettre en place cette solution, donc voilà, il y a des profils qui reviennent quand même. Donc les data scientists pour mettre en place la solution technique et adapter si vous souhaitez mettre en place des solutions, je dirais, spécifiques à votre métier. Donc là évidemment des data scientists, des ingénieurs machine learning. Euh, pour développer justement votre front-end et back-end, vous avez besoin également de développeurs et d'ingénieurs. Vous avez besoin d'ingénieurs pour gérer tout le cycle je dirais, de A à Z, ce qu'on appelle le cycle DevOps, ML, c'est-à-dire que pour que toutes les opérations techniques s'enchaînent et soient sous contrôle. Euh, donc voilà, le data ingénieur pour ce qu'on a parlé, c'est-à-dire la qualité, le contrôle des données et la mise à disposition des données. Le product manager, donc c'est aussi un point important, c'est-à-dire définir les attentes du service, définir le service, les cas d'usage à mettre en place et puis adapter et avec les utilisateurs et où le service mis en place et puis évaluer ce service. Donc ça, c'est aussi un point pour moi très important. Et puis évidemment toute la partie sécurité à prendre en compte, c'est-à-dire respecter toute la partie gouvernance des données, accès des données et, et compliance. Donc sur la partie technologie, on va pas s'attarder, mais ça revient un petit peu à ce qu'a dit Chris hein, sur toutes les parties. De toute façon, on vous enverra les slides, hein, mais c'est ça, c'est les technologies associées aux différents domaines, que ça soit du LLM aux API à la gestion de l'observabilité des infrastructures. Donc, on va avancer. Voilà, donc là, on va vous présenter notre solution interne. Rapidement, je déroule quelques slides et puis Chris va vous faire une démo de l'outil.
Donc là, c'est un outil qu'on utilise chez nous, qui est vendu à beaucoup de nos clients. Donc c'est une solution qui a la particularité de s'adapter à vos environnements. Donc là, on va dire chez Atos, en interne, on utilise l'environnement Azure et on a un tenant privé. On a également déployé cette solution on-premise, hein, donc redéployée avec des modèles de type Mistral, par exemple. Donc voilà. Donc là, par exemple, là sur les cas d'usage et fonctionnalités, en fait, on a une plateforme qui en fait permet de collaborer, c'est-à-dire permet de partager des espaces, partager des environnements, c'est-à-dire que par exemple, vous allez pouvoir télécharger 10 procédures, mettre en place un chatbot sur ces procédures et ensuite partager à vos collègues votre travail et vos procédures que vous avez déjà chargées. Donc, vous avez aussi accès à des bibliothèques. On a aussi mis en place une marketplace d'agents, c'est-à-dire que vous allez pouvoir capitaliser sur des choses qui sont déjà faites. C'est-à-dire, par exemple, des outils qui ont été développés pour, par exemple, l'aspect RH, pour le recrutement, pour tout type de domaine. On vous présentera rapidement. Chris a pris un exemple. Marketplace de connecteurs aussi, l'idée c'est de pouvoir aussi vous connecter à vos systèmes. Donc, par exemple, vous connecter à vos outils de type Jira pour créer des user stories pour les chefs de projet. Vous connecter à des outils, votre CRM, donc pour interagir avec les données du CRM. Donc, on a des business pages business page, j'entends par exemple, un process de recrutement de A à Z, de l'identification des processus pour accompagner les équipes RH pour faciliter leur activité. On a aussi Doc Translate, donc c'est un outil simplement qui permet de traduire tout type de documents dans la langue souhaitée. Le batch processing, c'est pouvoir utiliser, par exemple, vous avez une liste de documents et vous souhaitez mettre en place des opérations techniques identiques sur ces documents ou lancer un process, ben, on peut travailler avec l'outil sur évidemment la génération de documents. Donc là, Chris. Voilà, donc ce qu'on respecte hein, sur cet outil, hein, c'est une solution qui est développée. Donc Atos, c'est quand même beaucoup sur les solutions open source. Donc on a développé sur Eden sur des briques open source qui ont été mis à disposition sur Azure, qui utilisent également des services du coup Azure. Donc cette solution s'adapte à votre infrastructure. Donc, en fonction de ce que vous avez, on peut adapter vu qu'on a un framework open source. Bibliothèque de documentaire, c'est ce que je viens de vous dire. La collaboration, je vous en ai parlé. Et puis, les génies également, ça, Chris va vous le présenter. Yes. Voilà, donc sur la partie agentique, on a également mis en place des systèmes qui permettent de gérer et de lancer des agents. Par exemple, pour la création d'une procédure, vous pouvez créer différents agents pour aller rechercher des informations d'un document complété par rapport à un autre agent. Donc ça, on vous montrera. Marketplace Connector, ça je vous en ai parlé. Business Space également. Assistant API, c'est pour connecter à votre. Donc là, c'est un peu redondant. On peut avancer, Chris. Yes. C'est la dernière slide, donc je vais passer peut-être à la présentation, Voilà, enfin la dernière fois sur je Eden. te laisse la main sur la petite démo pour vous Yes. montrer un petit peu ce qu'on fait chez Atos hein, sur ces sujets-là. Donc, Est-ce que vous voyez bien mon écran? c'est bon. Super. OK. Donc là, je me retrouve, je suis sur l'outil Eden. Donc, comme on peut le voir ici sur Eden, donc ça, c'est l'interface de chat, on va dire. Donc, initialement, dès qu'un utilisateur se connecte, il arrive sur cet écran. Ici, premièrement, ici, on a la partie explorer les génies. Donc, comme l'a très bien dit Romain, aujourd'hui, les génies, c'est ce que nous, on appelle des agents, enfin, ce qu'on appelle des agents. Donc, nous, on est passé par génie parce qu'on trouvait ça que c'était plutôt fun que de dire des agents. Et il y a quelques années déjà, parce que ça fait déjà plus de 2 ans que la solution existe chez nous, donc c'était même avant que le terme agent soit démocratisé comme on l'entend tous aujourd'hui, mais d'où le fait qu'on soit parti directement avec le nom génie, parce que ça semblait plus logique pour nous. Voilà.
Donc, comme on peut le voir ici, donc ça c'est notre marketplace des génies. Donc on a plusieurs types de génies qui ont été créés, soit par différents collaborateurs du groupe Atos, à certains niveaux pour différents use cases. Donc on a vraiment du génie qui vont sur tout type vraiment de cas d'usage, comme on peut le voir là. Sur la partie RH, on a tout ce qui est CV Matcher pour faire matcher des CV avec des offres. Euh, Auto-évaluer les CV des personnes. Donc, sur la partie marketing, on a vraiment pas mal de génies qui ont été conçus pour pouvoir, en gros, accompagner les collaborateurs lorsqu'ils sont amenés, entre guillemets, à mettre en place des cas d'usage très spécifiques. Donc, sur cette partie aussi, une fois que je reviens ici, comme l'a très bien énoncé, l'a très bien dit Robert, donc on a une notion d'espace. Donc, on a des espaces et des espaces partagés. Donc, aujourd'hui, un espace partagé, on va dire, c'est un, je vais être redondant malheureusement, donc c'est un espace pour lequel on va partager avec des collaborateurs, de telle sorte à avoir en fait une bibliothèque de documents qui est centralisée, de telle sorte à ce que tout type de collaborateurs avec des droits spécifiques peuvent rajouter des docs, de telle sorte en fait à venir enrichir l'espace partagé en fonction des practices. Donc moi je me représente la partie ServiceNow, donc j'ai un espace partagé avec les gens de la practice pour lesquels on partage des docs, on partage des génies, avec lesquels on travaille avec. Donc si je reviens juste sur euh, les génies, si je viens sur mes génies, donc ça c'est mes génies à moi. Les génies dans les espaces partagés, ils sont là. Donc on peut voir ces génies-là, on les retrouve dans un espace partagé comme on peut le voir ici, de telle sorte à, en gros, comme je l'écrivais dans un premier temps, partager les mêmes génies avec des personnes dont le but, soit on travaille sur un projet spécifique, on a besoin de ces génies-là pour accélérer nos développements, nos mises en place de solutions éco. Et voilà. Donc, je vais juste repartir sur le mode chat. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner un génie de mon choix. Donc là, si je tape par exemple HR ou RH, ça va du coup m'afficher les différents génies autour des tâches RH. L'autre point intéressant à voir, c'est que aujourd'hui, les génies, parce qu'ils sont rattachés à une bibliothèque, donc la bibliothèque, c'est elle qui va contenir l'ensemble des documents, je peux activer ou désactiver le fait de pointer vers ma bibliothèque. Mais là, par rapport à mon génie, parce que c'est un génie très spécifique, donc par défaut, ce dernier-là, il a accès à la bibliothèque. Donc là, ici, je vais vous montrer rapidement les paramètres du génie. Donc là, on a une description, on a la mission du génie qui lui permet en gros de le détailler, qu'est-ce qu'il est censé faire, donc c'est son prompt et son pré-prompt. Par la suite, ici, au niveau des connaissances, on spécifie le type de modèles qui sont utilisés, et on voit bien que l'ontogénie, il est lié à une bibliothèque spécifique. Donc c'est le fait qu'il soit lié à la bibliothèque spécifique qui garantit la source de données de notre génie. Et on a l'autre point, c'est qu'on peut aussi donner des pouvoirs au génie. Donc là, je reviens juste ici sur ce petit onglet-là. Ça, c'est des différents pouvoirs auxquels on peut donner à notre génie. Et aujourd'hui, les pouvoirs, nous, initialement, on passe par des MCP. J'ai vu dans le chat, il y avait une question sur des MCP. Donc là, on va passer par le protocole des MCP pour ajouter des toolings en plus pour venir enrichir la façon dont le génie va aller chercher l'information, ou du moins la traiter l'information. Ça, c'est un élément important pour nous. Donc là, quand je change de génie, j'ai des messages ici qui changent, de telle sorte à dire que tout est configuré de telle sorte à ce que toutes les fois qu'on va utiliser un génie spécifique, on va arriver sur un mode de fonctionnement qui est difficile, spécifique, des modèles qui sont spécifiques. Du coup, ce qui garantit en tout cas une vraie personnalisation de ce dernier et un enrichissement concret de notre génie. Donc là, je vais juste envoyer cette question-là qui est là par défaut. Donc, j'ai juste à cliquer ici et je vais envoyer la question au génie. Et derrière, donc là, on voit en vue de la rapidité du modèle, j'ai déjà la réponse qui a été fournie là. Et lorsque je clique sur les sources, je vois d'où vient la source de l'information. Donc, si je clique là, il va m'afficher du coup où vient l'information. Il va m'afficher le chunks qui a été les chunks qui ont été indexés. Donc, comme on peut voir ici, il y a la notion de similarité qui revient. Donc là, on a le top 10 de notre RAG, donc parce qu'on renvoie les 10 premiers chunks avec un taux de similarité qui est supérieur à 80%. Donc là, on est sûr à 80% que fonctionne la requête. Les chunks qui ont été indexés correspondent à la réponse, ou du moins à des éléments de réponse qui permettent de construire la réponse finale à la question. Et pour répondre, Chris, à une question dans le chat, pour que le RAG réponde, que par exemple là, Eden réponde précisément à une question, par exemple adaptée
au contexte international. Donc oui, il y a plusieurs langues qui sont prises en compte. Et pour que ça prenne en compte un contexte, eh ben, c'est à vous de fournir les documents nécessaires qui contiennent ces informations-là. Exact, exact, ouais. Donc voilà, donc là c'est un exemple assez simple sur l'utilisation d'un génie spécifique, notamment sur les tâches RH. Donc on peut le voir là, alors j'ai un petit souci avec mon navigateur. Euh, je vais peut-être je vais aller sur cette slide, sur cette page-là. Oups, mon navigateur il a freeze, malheureusement. J'ai un petit souci avec mon browser. Donc je suis désolé, c'est l'effet démo. Euh, L'effet démo. J'ai été rattrapé par l'effet démo. Donc voilà, je pense que je ne sais pas si il va me lâcher le process ou pas, parce que là j'ai mon écran qui a complètement frisé, je peux pas recliquer sur cette page-là, c'est pas grave. Mais voilà, je règle ce souci-là et je pourrais repartager du coup les différentes, je vais repartager les différentes slides de telle sorte déjà à régler cette problématique-là. Hop, je remets les slides. C'était bon, c'est réglé. Top. Donc, je vous ai présenté le génie AskRH. Donc, la création de génie, c'est assez simple parce qu'aujourd'hui, créer un génie, ça équivaut entre guillemets, avoir accès directement le fait de créer un génie. Donc, je peux imaginer ici des génies, on a des génies spécifiques pour créer des génies. Je ne sais pas pourquoi ils n'auront pas la main. C'est bizarre. C'est bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas trop monopoliser la bande passante. Mais en tout cas, voilà l'outil Eden, à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, vous pouvez poser autant de questions une fois que vous avez la solution. Donc, en fonction des génies que vous utilisez, en fonction des tâches ou au moment où vous vous situez dans votre processus. Et nous, aujourd'hui, on se repose énormément sur cette solution-là pour entre guillemets être des consultants augmentés, si on peut l'appeler. Donc on va se reposer sur la GenAI et de l'Agentic AI avec le module de RAG pour répondre aux questions, aux appels d'offres, pour répondre aux besoins des utilisateurs, des nouveaux collaborateurs lorsqu'ils arrivent. Donc avec le génie HR, il y a vraiment toute une session d'onboarding. Lorsqu'ils se posent des questions très concrètes, ils peuvent se reposer sur ces génies-là. Et depuis notre marketplace, on est en mesure de voir qui a créé quoi comme génie en fonction des use cases, et surtout on peut voir aussi le nombre d'utilisations de ces génies-là. Ce qui se passe, c'est qu'une personne peut cloner un génie, et une fois qu'elle clone le génie va lui appartenir. C'est-à-dire qu'elle pourra reconfigurer le génie en fonction de ses besoins, du coup ce qui garantit en tout cas vraiment une customisation complète de ces génies-là en fonction des use cases. Et aujourd'hui, en termes des choix du modèle, donc les choix de modèles sont assez larges. Moi, si je prends par exemple ce génie-là que je vais essayer de modifier, donc là, je vais rapidement, là, c'est le système prompt qui a été donné. Si je viens sur la partie suivante, donc là, j'ai les choix des modèles que je peux personnaliser. Donc là, le modèle, ce GPT-4, il est quand même assez vieux, donc je vais passer sur le GPT-5. Là, aujourd'hui, on a le choix sur le type de modèle. Donc là, sur la partie modèle Mistral, on a Codestral qu'on peut utiliser, mais bon, je pense que pour mon use case, qui est assez simple, je peux juste me reposer sur GPT-5. Par la suite, sur la partie connaissance, donc la connaissance équivaut à la bibliothèque qui est rattachée à mon génie. Donc là, j'ai ma série de bibliothèques qui existent. Mais là, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est les pouvoirs. Là, je vais activer le pouvoir d'aller sur Internet, qui va garantir à mon génie, pardon, la capacité d'aller sur Internet chercher de l'information parce que par défaut, ils ne savent pas le faire. Donc, il y a vraiment une série d'outils via le protocole MCP qu'on a conçu de telle sorte à venir, en gros, quand on peut le lire là, donner des pouvoirs à notre génie et en tout cas, élargir le scope d'intervention des génies de telle sorte à ce qu'ils soient encore plus accurate et plus straight on point, si je peux le dire. L'idée, là, ce qu'on présente, c'est en gros, pour aller plus loin d'un chatbot classique et d'interrogation de vos documents, en fait, on va pouvoir adapter l'outil à votre activité, donc, et la partager, par exemple, au sein des équipes. Donc, c'est que vous allez vraiment gagner en efficacité
sur ce point-là. On avait une question là pour connecter CRM. Est-ce qu'il doit être compatible MCP? En fait, ça va dépendre du CRM. Maintenant que dans tous les cas, il est possible de développer un connecteur MCP pour votre CRM. On pourra en reparler de toute façon. Il y a un espace question là, juste sur la fin. Yes. Alors, je pense que pour la démo, je ne sais pas s'il faut faire plus ou si vous avez des questions sur ce que je présente là actuellement. Et voilà. Alors, les bases de connaissances sont-elles connectées aux outils internes de l'entreprise? Alors, en fait, pour cette question, on a des connecteurs. Donc, en fait, il y Oui, a des c'est connecteurs et des celui-ci. bases de connaissances qu'on a connectées nous, au sein d'Atos. Et en fonction de l'outil, on va développer un connecteur MCP pour connecter à l'outil. Donc, il y a une liste de connecteurs qui est déjà assez nombreuse parce qu'en fait, les entreprises sont quand même assez similaires. On a des outils qui reviennent quand même assez constamment. Donc, on Ouais. a voilà, tiens, Chris Comme on peut le partage. voir là, en fait. Donc là, comme on peut le voir là, donc là, sur la partie connecteur, on a du Confluence, on a du Jira, on a du Swagger, de la mesure, on a du OpenAPI pour lesquels on a juste à rajouter ici. Donc, comme on peut le voir ici, aujourd'hui, voilà les connecteurs qu'on supporte. Et aujourd'hui, pour l'ensemble des connecteurs, le protocole qui est utilisé, c'est des MCP. Donc, juste pour partager ça avec vous, donc les MCP aujourd'hui, c'est un protocole de tooling qui a été initié par Anthropic. Donc, Anthropic, c'est ceux qui ont produit les modèles Claude. Et aujourd'hui, c'est le standard qui nous permet de connecter n'importe quels outils à des services. Et du moment que ces outils-là, enfin, n'importe quel outil a des LLM, donc ces outils sont des services, donc ça peut être des API, ça peut être des services déjà existants comme du Confluence, du Jira Cloud, dans le but en tout cas de simplifier l'interconnexion entre ces services-là et les agents IA sous le protocole qui est le MCP, qui est aujourd'hui le standard sur le marché. Donc aujourd'hui, nous, on passe par cette approche-là parce que c'est le standard. Mais il y a quelques mois, parce qu'il n'y avait pas le MCP, le standard, c'est simple, c'était une connexion avec des outils assez simples, de sorte en fait à enrichir encore une fois nos agents. Donc là, sur les questions par rapport, je réponds rapidement par rapport au notebook LM, par exemple, l'avantage ou la différence. En fait, notebook LM, vous n'êtes pas connecté à vos données d'entreprise et à vos services d'entreprise. Vous n'avez pas d'espace partagé, par exemple. Et puis, donc là, vous avez vraiment vos données qui sont d'entreprise. Donc, on est sur vos tenants, sur la connexion, la sécurité des données. Donc, on est vraiment sur autre chose. Et puis, vous avez la maîtrise également de ce que vous partagez. Donc, on est évidemment sur une utilisation bien différente. Après, sur les bases de connaissances, donc les bases de connaissances peuvent actualiser en temps réel grâce au connecteur. Euh, oui, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure rapidement, mais sur la mise à jour des données, c'est-à-dire qu'en fait, il y a dans le process de gestion du RAG, en fait, il y a un processus qui permet de mettre à jour vos données. Donc ça, c'est en fonction des connecteurs que vous avez, ben, en fait, on a un calcul qui permet de vérifier la fraîcheur des données. Je te relaisse la main, Chris. Yes. Après, j'en profite juste de visuellement combler les vides avec une question que j'envoie à notre système de RAG. Donc là, initialement, j'ai un fichier que j'avais ingéré c'était pour des tests, hein, sur un fichier de la Cour des comptes sur l'année 2024. Donc là, mon génie assez spécifique que j'ai conçu, qui est un génie de code, à qui j'ai donné un outil qui est le code execution, donc le fait d'exécuter du code en parallèle. Donc parce que mon fichier, c'est un CSV. Donc je vais le faire travailler sur ce CSV-là. Là, j'attends qu'il finisse de me fournir la réponse. Donc là, j'en profite, il y a une autre question sur les coûts. Donc en fait, quels sont les coûts pour une PME en termes de tokens par mois et par année? Donc ça va être, c'est assez variable, ça va être au taux d'usage, taux de paramétrage que vous avez défini sur quel modèle vous allez mettre en accès, en disponibilité. Il y a des modèles qui consomment beaucoup plus en fonction de la stratégie que vous souhaitez mettre en place.
Donc ça, donc sachant par exemple pour Eden qu'on a optimisé au maximum les coûts, c'est-à-dire que pour justement toute la partie indexation, tokenisation, tout est optimisé pour réduire au maximum les coûts. Oui, et l'autre point, juste pour compléter cette partie-là, c'est qu'aujourd'hui, les modèles aujourd'hui utilisés dépendent vachement des modèles qui sont exposés au niveau du tenant. Donc, notre tenant, c'est un tenant qui est exposé au niveau Europe. Donc aujourd'hui, sur Azure, une fois qu'un modèle est déployé, il n'est pas forcément directement utilisable pour des utilisateurs qui sont en Europe, par exemple. Euh, donc nous, l'idée, c'était de ne pas aller chercher n'importe quel modèle parce que c'est dispo sur Azure, mais parce que c'est des modèles qui sont hébergés en Europe. Donc nous, du coup, notre stratégie de choix de modèle se repose aussi sur cette partie-là, quoi. Tout à fait. Bon, Alors, on laisse peut-être Moulinet qu'on peut encore, on laisse repasser, Moulinet. Ouais, on passe passer sur les sur la slides pendant que présentation Moulinet. et on verra s'il y a d'autres questions. Euh, hop. Tu partages, Chris? Ouais, c'est parti. Donc là, on s'est arrêté là. Donc on Ouais, nous je a pense que présenté tu peux. rapidement les Ouais. fonctionnalités autour d'Eden. Et enfin, comment Ouais, démarrer, on Pierre? avait comment démarrer avec le RAG. Donc, en gros, il y a une réflexion quand même à avoir identifié vos cas d'usage pour initier éventuellement un pilote ou lancer une activité sur ce sujet-là. Donc, c'est important. Donc, faire des ateliers d'idéation et des entreprises parfois ont différents cas d'usage qui peuvent se matcher les uns les autres. Donc, évidemment, on est basé sur les données ensuite, donc analyser ce que vous avez en termes de données, qualité de données, accès aux documents et où sont localisées vos données, ce que vous voulez faire avec. Et ensuite choisir la solution technique, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être sur un cloud souverain, un cloud américain, est-ce que vous voulez être sur vos données, vous avez vos propres données, vous allez souhaiter mettre sur on-premise, tout est possible. Donc ensuite, la partie POC, donc on peut lancer évidemment un POC ou aller directement sur un accélérateur de type Eden. Donc là-dessus, je mets un petit peu en avant notre solution parce qu'en fait, c'est une solution que vous pouvez acheter directement. Donc vous achetez complètement la solution. On peut vous fournir les équipes pour maintenir cette solution ou justement avoir des équipes chez vous qui vont faire évoluer, maintenir cette solution avec nous ou pas. Et donc ça, c'est un gros avantage, ou sinon, vous pouvez la payer mensuellement. Donc il y a différents cas de figure. Bon, l'avantage, je dirais, d'Atos, c'est qu'on est sur différents axes que ce soit cloud ou on-prem ou solutions développées. Voilà. Et puis, on va faire un petit quiz. Un petit quiz, hein. Donc là, j'ai juste mis quelques questions pour rappel, et puis ça permettra de lancer les questions après ouvertes si vous en avez. Donc là, voilà. Donc la première question, quel avantage d'un RAG par rapport à un LLM? Donc si vous voulez mettre dans le chat ou pas, de toute façon, il n'y a pas de suivi, hein, voilà. On va aller sur la réponse, Chris. Donc la réponse c'est B. Donc, le RAG permet d'accéder à vos documents d'entreprise. Donc voilà. Donc après, un projet RAG de 10 000 documents, quel budget mensuel en production devez-vous prévoir? Donc ça, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Donc à votre avis, c'est 50 euros, 100 euros par mois, c'est plutôt 50 000 par mois. Donc voilà, on va montrer la réponse, Chris. Donc réponse B. Alors la réponse, tac tac, il y a même un détail hein, sur les chunks. Ouais. Il faut compter, je dirais, à peu près.
1500 euros. 500 à 1500 euros par mois répartis sur toutes les parties qu'on vous a présentées en amont. Donc ça, c'est vraiment des estimations, hein, ça peut s'utiliser. Donc là, quelle est la différence entre un RAG custom et un RAG, un RAS? Je rappelle, Chris, c'était quoi RAS? Vide. À gaz de service. Donc on a le RAG custom, c'est le RAG qu'on va développer, qu'on va brique par brique et implémenter dans vos infrastructures ou dans votre cloud. Et puis sinon, RAG as a service. Réponse. Donc le Bravo. RAG, la réponse est A. La réponse RAG offre un contrôle total, donc c'est le custom RAG. Et puis le RAG as a service, bon, bah, c'est ce qu'on peut trouver chez les cloud providers. Alors, une petite introduction, hein, sur l'argentique RAG. On vous en a pas parlé, c'est un petit ou très rapidement. Donc, qu'est-ce que l'argentique RAG? Donc, une version moins chère du RAG, un RAG qui fonctionne uniquement avec des agents commerciaux, un RAG autonome planifié utilise plusieurs outils et résonne avec plusieurs étapes, un RAG qui ne nécessite pas de base de données vectorielle. Voilà, on va donner la réponse tout de suite. Yes, la réponse c'est la C. Il n'y a pas de réponse pour la C, mais c'est la C. Ah C'est oui, la C la réponse. C'est la C. Bonne réponse. très bien. Du coup, bah voilà, on va aller sur le site de fin. Et puis, si vous avez des questions pour nous, bah, on est là pour répondre. Et puis, au passage, en juin, je pense qu'avec Chris, hein, on organisera un petit atelier similaire à aujourd'hui sur les agents IA au service du métier. Donc là, je ne sais pas si Lilian peut